والله أنا بعد سامعك. Ah oui, سامعينك بقى. مسموع. Ok. Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'honneur d'avoir cette opportunité pour vous présenter aujourd'hui ce sujet très pertinent et fréquent en matière de neurochirurgie qui se déroule sur les hydrocéphalies. C'est une pathologie, tout d'abord, avant l'introduction, c'est une pathologie qui présente une grande diversité clinico-étiologique en fonction de l'âge du patient. C'est-à-dire, on a une grande diversité clinique s'il s'agit d'une hydrocéphalie chez un enfant ou chez un jeune adulte ou chez un sujet âgé, et en fonction des étiologies encore. Pour bien développer ce sujet, okay. Donc, pour bien aborder ce sujet et planifier la méthodologie, on va suivre le plan suivant. Notre plan va dérouler sur 4 points essentiels ou 4 grands chapitres. Tout d'abord, l'introduction, dans lequel on doit savoir quelle est la définition exacte d'une hydrocéphalie. On doit voir ensemble un rappel anatomique sur l'anatomie du cerveau et la neurophysiologie de liquide céphalorachidien. Puis des points sur la physiopathologie qui va nous permettre de bien comprendre la physiopathologie et comprendre les mécanismes et l'éthiopathogénie de cette pathologie. Le deuxième point qui est le point le plus pertinent dans notre présentation, qui est le diagnostic, que ce soit diagnostic clinique ou paraclinique, c'est-à-dire le diagnostic clinico-radiologique. On va débuter par un tableau de diagnostic de description typique, puis les différentes formes cliniques et un diagnostic différentiel, puis un diagnostic étiologique, puis les examens complémentaires. En troisième lieu, on doit se focaliser sur la prise en charge de cette pathologie, puis le dernier point se porte sur la conclusion. Donc, c'est toujours bien entendu des collègues. Des collègues, c'est bien entendu. Oui, oui, oui. Okay. Donc, dans l'introduction, tout d'abord, l'hydrocéphalie s'est définie comme un trouble de l'hémodynamique du LCR à l'origine de l'augmentation du volume imparti à ce liquide. Et c'est à noter ici que la dilatation, c'est-à-dire l'augmentation du volume de liquide dans les ventricules, ou la dilatation des ventricules, c'est une dilatation active, à l'opposé des dilatations passives qu'on en parlera plus tard dans le diagnostic différentiel. Donc, c'est un trouble de l'hémodynamique qui est le débit, le volume, la pression des LCR, à l'origine de quoi? À l'origine d'une augmentation de volume contenu dans les ventricules. Donc, cette pathologie, dans sa forme aiguë, constitue une urgence diagnostique et thérapeutique neurochirurgicale. Deuxièmement, un rappel, on va suivre un petit rappel sur l'anatomie du cerveau et la circulation, la synthèse, la circulation et la résorption de liquide céphalorachidien. Donc, le liquide céphalorachidien est sécrété par les plexus choroïdes au niveau des cavités ventriculaires, c'est-à-dire les ventricules latéraux, troisième ventricule et les quatrième ventricule. Donc, le plexus choroïde, c'est quoi? Le plexus choroïde, c'est un amas des capillaires fenestrés, c'est-à-dire il y a une discontinuité sur la membrane capillaire ou sur l'endothélium capillaire qui facilite l'échange avec le sang pour former le liquide céphalorachidien. Donc, en gros, le liquide céphalorachidien est sécrété par le plexus choroïde au niveau des ventricules, que ce soit latéral, troisième ventricule, et le quatrième ventricule est sécrété aussi en petite quantité dans les espaces sous-arachnoïdes. Il est à noter exactement que le liquide céphalorachidien est sécrété encore par les cellules épendymocytaires des ventricules et d'autres cellules épendymocytaires qui entourent le ventricule. Donc, la sécrétion par les cellules épendymocytaires et les villosités et le plexus choroïde plutôt. Donc, on a vu la sécrétion
puis la circulation. Le liquide céphalorachidien va être sécrété par le plexus du troisième ventricule vers le troisième ventricule, va ressortir par le foramen interventriculaire de Monro, puis du quatrième ventricule, des ventricules latéraux plutôt, je m'excuse, des ventricules latéraux vers le troisième ventricule à travers le foramen de Monro, puis du troisième ventricule vers le quatrième ventricule à travers l'aqueduc de mésencéphale ou l'aqueduc de Sylvis, puis à partir du quatrième ventricule, médianement le foramen de Magendie et latéralement le foramen de Louchka, et va se jeter dans les espaces sous-arachnoïdiens et va circuler dans ce sens pour être résorbé dans cette structure qu'on va voir plus clairement dans ce schéma. C'est la villosité arachnoïde qui sont des hernies de l'arachnoïde en contact avec le sinus veineux. Donc, c'est clair pour la résorption, la circulation et la sécrétion tout d'abord. La sécrétion, la circulation et la résorption. Le liquide céphalorachidien, en grosso modo, le liquide céphalorachidien est sécrété au niveau du plexus choroïde, des ventricules, des plexus choroïdes, c'est-à-dire le amas des capillaires fenestrés. En plus de ces amas de capillaires fenestrés, le liquide peut être sécrété par les cellules épendymocytaires qui sont des cellules gliales du système nerveux central. Après la sécrétion va être circulée, donc les voies, le chemin qui va suivre le liquide céphalorachidien des ventricules latéraux vers le troisième ventricule à travers le foramen de Monro, du troisième ventricule vers le quatrième ventricule à travers l'aqueduc de mésencéphale ou le foramen de Sylvis, et à partir du quatrième ventricule, médianement à travers le foramen de Magendie et latéralement à travers le foramen de Louchka. Puis la circulation se fait dans les sinus sous-arachnoïdes jusqu'à le lieu de résorption. Donc, si on a un problème au niveau de liquide céphalorachidien, ne doit pas dépasser ces trois éléments, soit un problème au niveau de la sécrétion, ou bien un problème au niveau de la circulation, ou bien un problème au niveau de la résorption. Donc, c'est clair. On a vu le site de résorption qui sont les villosités arachnoïdes qui se trouvent au niveau de sinus sagittal supérieur. Donc, c'est un schéma presque récapitulatif de ce qu'on a déjà dit, c'est la sécrétion au niveau du plexus choroïde par les ventricules, la circulation et la résorption au niveau du sinus veineux. Donc, il y a des petits points à rappeler, petits points neurophysiologie, la quantité de liquide sécrété. La quantité par jour doit être 500 millilitres est sécrété. C'est un adulte, bien sûr, par jour. Les 500 sont répartis comme suit. 60% c'est entre le plexus choroïde et les cellules épendymocytaires des ventricules. 20% les espaces sous-arachnoïdiens cérébrales et 20% les espaces sous-arachnoïdiens spinales. Donc, la sécrétion des liquides céphalorachidiens se fait avec cette répartition très stricte. La plus grande quantité, c'est par les ventricules. Et avant d'aborder la physiopathologie, il est très, très intéressant de rappeler quelques lois fondamentales dans la neurophysiologie, la loi de Monro-Kelly. C'est une loi qui postule que le cerveau est une enceinte inextensible, c'est-à-dire une boîte inextensible. Et le volume qui en trouve en dedans de cette boîte est vraiment très, très constant. Donc, qui se trouve dans la boîte, c'est un comportement parenchymatique, c'est-à-dire le tissu, plus les vaisseaux, et plus le liquide céphalorachidien. Donc, on a trois compartiments dans le cerveau. Le tissu parenchymatique, c'est-à-dire le déshémisphère cérébelleux, les noyaux gris, le tronc, etc. Et les vaisseaux, c'est-à-dire les artères et les veines, et le liquide céphalorachidien. Donc, le loi postule que la pression doit être toujours constante. Et si on aura une augmentation
de l'un de comportements doit être au dépend de l'autre. C'est-à-dire, on a un problème, on va avoir un problème de conflit d'espace entre le contenant et le contenu. Le contenant qui est la boîte crânienne inextensible et le contenu lié le tissu parenchymateux avec les vaisseaux et le liquide céphalorachidien. Donc, c'est clair jusqu'à là. Pour bien aborder, et à noter encore que la pression de perfusion cérébrale est égale à la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. Donc, si on augmente la pression intracrânienne à l'occasion d'un obstacle, ou à l'occasion d'une augmentation du liquide céphalorachidien ou à l'occasion d'une augmentation du tissu parenchymateux, on va avoir une augmentation de la perfusion cérébrale. Maintenant, on peut aborder le point sur les trois mécanismes pathogéniques. On a en gros trois mécanismes pathogéniques. Pardon. Donc, nous n'avons pas de questions jusqu'à là dans les commentaires. Rien. Donc, c'est clair jusqu'à là. Il n'y a pas de questions. Écrivez-moi dans les commentaires pour... Oui, c'est clair. OK. OK. Donc, ce sont les deux points les plus intéressants dans la présentation, le rappel anatomique et la physiopathologie. Pour qu'on puisse comprendre le reste de la clinique, on doit avoir un bon bagage physiopathologique et anatomique et le neurophysiologie encore. Les trois mécanismes pathogéniques de l'hydrocéphalie, c'est quoi? Soit on a vu déjà le site de sécrétion, les voies de circulation et le site de résorption. Soit un obstacle dans le système ventriculaire à la circulation, donc on va avoir une hydrocéphalie non communicante, c'est-à-dire il y a un obstacle au niveau d'une ventricule qui ne se communique pas avec les autres ventricules. Donc on dit une hydrocéphalie non communicante. Ou bien une résistance à la résorption des liquides céphalorachidien, une hydrocéphalie. Il y a un point très intéressant que j'ai oublié pendant l'explication de... Je vais retourner. Résistance. J'ai oublié de dire que la résorption qui se fait au niveau des villosités arachnoïdes ou des villosités nommées de Pacchioni, c'est fait sous la pression, voilà, en suivant la pression hydrostatique et la pression et la différence de pression oncotique entre le liquide céphalorachidien et le sang. Donc, c'est un élément fondamental de la neurophysiologie qu'on doit noter pour bien comprendre ensuite dans les étiologies pourquoi on a une hydrocéphalie en cas de méningite ou des infections. Donc, c'est clair. Donc, j'ai dit, soit par obstacle dans le système ventriculaire, il y a un obstacle, une hydrocéphalie non communicante, soit une sténose de l'aqueduc du mésencéphale, on doit avoir une augmentation du liquide céphalorachidien au niveau des ventricules latéraux. Donc, c'est une hydrocéphalie non communicante. Les autres ventricules, il n'y a pas d'augmentation. Mais cette augmentation, il va augmenter la pression intracrânienne, puisqu'on a une compliance très réduite de l'enceinte. Oui? كلام حق. دونك قلنا عندنا سواء عندنا اوبستاكل في السيستم فانتريكولير قالقهم شيء معناها يدرس واحده منهم سواء لي تروازيام فانتريكيل ولا سواء لي فانتريكيل لاتيرول تروازيام ولا كاتريام فانتريكيل. المهم عند الاوبستاكل يعود لوكاليزي على ديك فانتريكيل وقارق لها الطريق معناها انه لا يعدلها نو كومينيكانت ولا سواء ريزيستانس على ريزوربسيون معناتها جابرين ديك لا ماشين دو ريزوربسيون qui se trouve au niveau des villosités arachnoïdes ne fonctionne pas. Donc, ليش لا يخلق عنا une hydrocéphalie communicante, donc c'est-à-dire partout dans les différentes ventricules et différents espaces sous-arachnoïdes, soit, et qui est plus rare, heureusement, une hypersécrétion du liquide céphalorachidien,
c'est-à-dire, par exemple, dans une tumeur des plexus choroïdes. Donc, les 3 mécanismes pathogéniques des hydrocéphalies sont les suites: obstacles dans le système ventriculaire, résistance à la résorption, hypersécrétion. Je dis ça et je répète pour bien retenir ça afin d'aborder le chapitre suivant. Donc, ceci est un schéma juste récapitulatif en bleu de la physiopathologie. En bleu, c'est le voie de circulation. C'est en anglais, je m'excuse. C'est les voies de circulation de liquide cérébro-spinal, liquide céphalorachidien, des ventricules latéraux vers le 3e ventricule à travers le foramen de Monro, du 3e ventricule vers le 4e ventricule à travers l'aqueduc de mésencéphale, du 4e ventricule à travers le foramen de Louchka et le foramen de Magendie. Le fosse postérieur. En bleu, on a dit que c'est la circulation du LCR. En rouge, ce sont les obstacles qu'on peut voir sur la circulation LCR. Et en violet, ce sont les traitements et on va en parler plus tard. Donc, soit dans le ventricule latéral overproduction, c'est-à-dire une hypersécrétion, où on peut voir ici une obstruction au niveau sur le voie, soit au niveau intracérébral, soit au niveau du foramen de Magendie. En cas de tumeur cérébrale de la fosse postérieure cérébrale ou un kyste, comme dans les malformations qu'on va voir plus tard. Donc, c'est un cercle récapitulatif de la physiopathologie. Si on a un trouble de l'absorption du liquide céphalorachidien, on va trouver une hypertension intracrânienne secondaire à la loi qu'on a déjà vue, loi de Monro, qui postule ou qui dit que la pression doit être constante dans l'enceinte, puisque c'est une enceinte inextensible, c'est une boîte crânienne inextensible dans laquelle c'est une boîte crânienne qui comporte 3 compartiments tussilaires, vasculaires et LCR. Donc, trouble de l'absorption du liquide céphalorachidien va donner une hypertension intracrânienne qui va donner une hernie de la villosité arachnoïde qui est déjà une hernie de l'arachnoïde, hernie de la villosité qui va comprimer les sinus veineux, va provoquer une obstruction du sinus veineux, une hyperpression veineuse qui peut provoquer à long terme des souffrances cérébrales, souffrances parenchymateuses. Oui? Souffrances parenchymateuses plutôt. Couture. Donc, on n'a pas de questions jusqu'à là. Pas de questions. Okay. كارثة اللام الكلاب. Pardon, c'est une panne au niveau du PC. La présentation est fixée sur cette diapositive. Okay. Donc, c'est bien entendu de nouveau. Sur la pause.
الشباب تكلم لي حد وي اسمه جابوا مزاج لا على هذا اوكي جابوا مزاج على فيزيوباث ايه والله يقرا بعد صفحة عندي هنا مرة اوكي رايني عند le on a vu déjà. Donc on est arrivé sur à la clinique, au diagnostic. On est arrivé à la chose la plus intéressante pour un médecin généraliste, doit être capable de diagnostiquer ou de suspecter cliniquement une hydrocéphalie et les diagnostiquer et confirmer radiologiquement pour les transférer en unité de neurochirurgie s'il s'agit d'une hydrocéphalie aiguë, car c'est une urgence neurochirurgicale. Et de savoir les différents volets du traitement devant une hydrocéphalie, que ce soit les urgences neurochirurgicales, la chirurgie et les différentes techniques plutôt, ou bien il s'agit d'un traitement médical. Et c'est quoi le traitement médical d'une hydrocéphalie? Donc, on va prendre comme type de description les hydrocéphalies aiguës chez l'adulte ou l'enfant ayant fusionné ses styles crâniens comme un tableau de description typique d'une hydrocéphalie. Et j'ai déjà dit dans l'introduction que l'hydrocéphalie a une grande diversité clinique du fait de la multitude de tableaux cliniques qu'on a devant soi un adulte. Donc, l'adulte jeune et l'enfant ayant fusionné ces structures crâniennes, ils vont avoir le même tableau clinique. Mais le nourrisson, il va avoir un autre tableau clinique et le sujet âgé, un autre tableau clinique. Khalid. وي طالع لي النبقات لا اني مينيت من لا بريزونطاسيون اوغمانتي انت عندك والله انا نهيشها ما قدنا اوغمانتي انا عندي نعدد انا البروجرام اللي نرجع على نفس اليوم تو ثم نفس ترجع على نفس كود ونفس ايدي طالع لي عند بقات لا اني مينيت صح ما طالع لك تو لين يقطع ترجع على نفس اليوم تو لك حد ما ابوني فيه لابد تخلي انت قبيل ما درت ساندويتش لي مينيت اسمع فات جات ساعه كاع عندي افهم درت قراش على ثم نرجعوا على نفس اليوم عاد ما لابد نفت بليان جديد قال في النهايه في زوم حد ما ابوني فيه خلص عليه والله شهريا ولا سنويا لابد تم يقطع عنه كل 40 مينيت اوكي